Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents à ce nouveau podcast de l'orientation. Podcast dédié à nos élèves de terminale, de première, mais aussi de seconde, afin qu'ils puissent préparer un projet d'orientation post-bac éclairé. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la filière MIACH. Alors derrière cet acronyme un peu complexe se cache une licence en mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Pour nous présenter cette filière, 3 invités aujourd'hui. Tout d'abord, Madame Sauzéon, professeure des universités en psychologie à l'Université de Bordeaux. Je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc professeure de psychologie et j'enseigne en particulier dans la licence MIACH parcours sciences cognitives et le master sciences cognitives. Et je tiens à souligner que cette année, je n'enseigne pas parce que pour mes activités de recherche, je suis détachée à l'INRIA, mais justement, ça nous donnera peut-être tout à l'heure l'occasion d'évoquer les débouchés sur les carrières scientifiques. Merci beaucoup. Nous accueillons Madame Mazon, maître des conférences en sciences cognitives à l'Université de Bordeaux. Bonjour à tous, Madame Mazon, j'enseigne donc en licence MIACH parcours sciences cognitives, tout ce qui est lié aux disciplines de la psychologie et des sciences cognitives, également en master sciences cognitives et ergonomie, dont je suis nouvellement responsable du parcours sciences cognitives. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Stram, étudiant en master 2 sciences cognitives. Bonjour tout le monde, je suis étudiant en master 2 de sciences cognitives et ancien étudiant de la licence MIACH parcours sciences cognitives. Parfait, merci beaucoup. Donc tout d'abord, une présentation rapide de cette licence, notamment en termes de spécificité et puis de programme, de contenu. Donc la licence MIACH est une licence qui se déroule en 3 ans, comme toutes les licences, dans laquelle la spécificité est vraiment la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que dans cette licence, durant les 3 années, les étudiants ont des cours relatifs aux mathématiques, à l'informatique, aux probabilités et statistiques, et des cours de spécialisation en sciences humaines, soit en sciences cognitives, soit en économie-gestion. Et donc tout au long de ces 3 années, les étudiants se spécialisent dans l'une de ces branches des sciences humaines et sociales, tout en poursuivant un tronc commun de mathématiques, informatique et proba-statistique. La spécialisation, elle intervient en 3e année de licence seulement, c'est-à-dire que pendant les 2 premières années, les étudiants peuvent choisir des options qui vont commencer à colorer leur parcours et font un choix définitif à leur entrée en L3. En termes de contenu, je peux peut-être laisser Valentin compléter. Oui, du coup, c'est en gros un tiers mathématiques, un tiers informatique et un tiers spécialité de parcours. Donc mathématiques, c'est un peu dans la continuité des options, je pense, mathématiques au lycée. En termes d'informatique, on reprend depuis le début. Donc des gens qui n'ont jamais fait d'informatique peuvent tout à fait y rentrer. Et évidemment, en termes des parcours, sciences cognitives ou éco-gestion, on reprend à la base aussi. Voilà. Et pour peut-être un peu compléter sur les spécialités les plus appropriées pour cette licence, donc évidemment, comme c'est une licence qui fait partie du portail sciences et technologies, est attendue plutôt des spécialités dans le domaine des sciences. Que ce soit mathématiques, sciences physiques ou encore sciences du numérique et informatique. Mais également, si un étudiant a fait la spécialité mathématiques en première, puis l'option mathématiques complémentaires, c'est possible puisqu'il y a des mises à niveau en mathématiques qui sont organisées dans cette licence. Et là, évidemment, ce qui va compter, ça va être la lettre de motivation, le projet d'études de l'étudiant, pour que effectivement le parcours choisi soit viable et surtout soutenable par l'étudiant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les étudiants qui ont, par exemple, choisi la spécialité sciences économiques peuvent être aussi intégrés dans cette filière, puisqu'il y a un parcours éco-gestion. Donc, c'est des étudiants qui ont, par exemple, un étudiant qui aurait choisi sciences économiques et maths complémentaires, il peut rentrer dans cette licence, avec bien entendu la mise à niveau en mathématiques qui sera nécessaire pour pouvoir suivre le programme en mathématiques.
D'accord. Donc ça, c'est important et ça fait l'objet de nombreux questionnements de la part de nos élèves sur les conditions d'accès à ce type de licence. Lorsque l'on regarde l'intitulé de la licence, on a tendance à penser que ce n'est destiné qu'à des élèves ayant suivi des spécialités purement scientifiques. Et là, vous nous dites que ce n'est pas forcément le cas. J'imagine quand même que la spécialité mathématique confère quand même un avantage certain et qu'il est bon peut-être de la suivre, mais qu'en optant pour une autre spécialité scientifique avec des mathématiques complémentaires, c'est tout de même accessible. Tout à fait. Après, il faut que l'étudiant ait des bons résultats aussi, puisque je pense que ça, Cécile pourra peut-être donner plus précisément les chiffres. Il y a quand même de nombreux candidats et un nombre de places limité, en sachant que cette licence MIACH, au départ, il y en avait très peu de formations sur tout le territoire national. Mais aujourd'hui, il y en a quand même de plus en plus, parce que justement, cette licence a l'avantage d'être pluridisciplinaire et du coup d'ouvrir à de nombreux débouchés. Donc c'est aussi intéressant pour les élèves d'aller sur ce type de formation, puisqu'ils pourront aussi bien après poursuivre sur des formations qui demeurent en sciences et technologies, mais aussi en sciences humaines et même en biologie, puisque maintenant les mathématiques et l'informatique est appliquée à la biologie. Donc c'est vrai que du coup, c'est une licence avant on n'en avait pas à Poitiers, il y en a une à Poitiers, il y en a un peu partout maintenant sur France, parce qu'effectivement c'est des formations qui sont très demandées après pour les masters. D'accord. Allez, on va essayer de dresser un portrait type de l'élève de terminale qui pourrait idéalement se destiner à la licence MIACH. Alors, quelles spécialités, idéalement ? Idéalement, en termes de spécialité, c'est vrai que, comme on l'a dit jusque-là, c'est plutôt bien d'avoir conservé les maths jusqu'en terminale. Encore une fois, les maths représentent quand même un tiers de la formation, donc c'est vraiment important. Malgré tout, on va apprécier des profils d'étudiants assez équilibrés en termes d'aspect scientifique et littéraire, puisque une grande partie de la formation, c'est aussi ces enseignements de parcours, donc sciences cognitives et éco-gestion, qui sont des sciences humaines et sociales pour lesquelles sont attendues des capacités de rédaction, de synthèse, d'analyse des informations. Donc c'est vrai que sur nos admissions, on regarde vraiment le profil global des étudiants et on essaie un petit peu de juger s'ils ont à la fois ces qualités scientifiques et littéraires. C'est pourquoi on ne ferme absolument pas la porte aux jeunes qui auraient pris les options sciences humaines et pas sciences humaines, sciences économiques et sociales, humanité aussi. On a des étudiants qui font l'option d'histoire, il me semble qu'il y en a une qui est là-dedans. Et en final, c'est des étudiants qui réussissent en licence. Donc c'est assez sympa et ça crée aussi une diversité au sein de la promo qui est toujours enrichissante pour eux parce qu'ils partagent des expériences différentes et des expertises différentes. D'accord. Alors pour ces élèves qui n'ont pas suivi la spécialité mathématiques, qui ont pris mathématiques complémentaires, vous avez parlé d'une mise à niveau. Elle s'organise comment ? Comment elle se concrétise ? Est-ce que les élèves sont convoqués entre guillemets une semaine avant la reprise des cours ? Est-ce qu'ils ont des cours supplémentaires tout au long de l'année ? En fait, c'est un dispositif qui est assez récent au sein du collège Sciences et Technologies, c'est-à-dire que dans le collège Sciences et Technologies, on a la licence MIACH, mais aussi d'autres licences scientifiques. Désormais, la première année est un portail unique, c'est-à-dire que tous les élèves de licence, tout en étant inscrits dans les mentions qu'ils ont choisies, ont accès à un panel d'options à sélectionner avant leur inscription. Et en fonction justement du profil en mathématiques, il pourra choisir soit une UE de mathématiques générales. Donc UE, c'est pour unité d'enseignement. Donc mathématiques générales, vraiment dans la continuité des maths en terminale. Donc pour les étudiants qui ont suivi des maths jusqu'en terminale en ayant un bon niveau. Pour ceux qui auraient pris seulement maths complémentaires ou qui auraient des difficultés, même en ayant suivi les maths jusqu'en terminale, une deuxième unité d'enseignement est proposée qui est outils mathématiques. Et cet enseignement propose de revenir sur les acquis de terminale et d'avancer ensuite le programme quasi identique à celui des mathématiques générales. Donc en fait, pendant tout le premier semestre, les étudiants sont divisés entre ces deux cours.
Ceux qui ont le niveau attendu vont en mathématiques générales et ceux qui ont besoin d'une remédiation, qui ont besoin de consolider leurs acquis, pourront suivre les outils mathématiques. D'accord, très bien. Donc du coup, il n'y a pas d'enseignement supplémentaire. Enfin, ils n'ont pas des cours en plus. Si je peux juste me permettre une aparté, c'est même si, il y a des étudiants qui viennent vraiment d'horizons très différents, et il faut savoir qu'en vrai, à la fin de la première année, les différences sont gommées en fait. Suite à 1 an de licence, il n'y a plus de différence entre ceux qui avaient fait des maths ou pas de maths avant. Très bien. Donc, au-delà du parcours antérieur et des spécialités suivies par les élèves, quelles sont les qualités attendues de futurs étudiants en licence MIACH ? Une certaine curiosité. Disons que c'est important que nos étudiants aient une grande ouverture d'esprit parce qu'ils vont être confrontés justement à cette pluridisciplinarité pendant 3 ans. Donc il faut être curieux de faire à la fois des maths, de l'info, des probastats et aussi de l'éco-gestion ou des sciences cognitives en fonction des affinités de chacun. À ce propos, justement, au premier semestre, on a eu une unité d'enseignement commune entre économie-gestion et sciences cognitives, pendant laquelle les étudiants ont des cours dans les 2 disciplines, ce qui leur permet vraiment de découvrir les bases de ces 2 parcours pour ensuite faire un choix éclairé à partir du second semestre sur les options qui vont suivre. Après, bien sûr, on attend aussi beaucoup de travail personnel. C'est l'université, c'est assez commun à beaucoup de formations à l'université. La semaine est dense, donc il y a quand même beaucoup de cours, c'est quasiment à 35 heures. Et du travail personnel est attendu pour approfondir les choses qui sont expliquées en cours et justement développer aussi la capacité à comprendre assez largement ces disciplines et petit à petit développer aussi un esprit critique vis-à-vis des choses qu'on leur apprend et être capable de se questionner, de synthétiser et voilà, c'est déjà pas mal, je pense. D'accord. En termes de travail personnel, on évalue le volume horaire à combien au quotidien ? Au quotidien, c'est assez difficile à dire. Je dirais il y a déjà quand même 6-7 heures de cours par jour, souvent. Je dirais qu'il faut bien rajouter au moins 2-3 heures par jour. Après, ça dépend en fonction. C'est des rythmes qui ne sont jamais très constants. Donc, il y a des moments où il y a un peu plus de travail, des moments où c'est un petit peu plus soft, dirais-je. Mais oui, je pense 2-3 heures par jour. Si tu veux compléter, peut-être en tant que personne ayant vécu la licence. En l'ayant vécu, je dirais que c'est pas 2-3 heures par jour tout le temps, vraiment à bloc, quoi. C'est plus par phase. Il y a vraiment en début de semestre, c'est tranquille, il faut revoir les cours, tout ça. On lance pas forcément les projets, mais c'est dès qu'il y a un projet qui se lance ou des choses comme ça, vu qu'il y a beaucoup de projets personnels, de présentation, de choses comme ça, et bien là, en fait, on ajuste suivant la demande. Oui, et puis peut-être qu'il faut mentionner le fait que c'est une licence qui implique une évaluation en contrôle continu. Donc ça veut dire des évaluations régulières, soit avec des devoirs sur table ou encore beaucoup de projets, soit écrits, soit oraux, en sachant que la 3e année se statue par la présentation d'un gros projet TER qui consiste à développer en groupe une thématique, soit en économie-gestion, soit en sciences cognitives, et de le présenter sous forme de site internet, le plus souvent. Et parce que comme ça leur permet à la fois de synthétiser sur une thématique qui leur fait plaisir, qui leur tienne à cœur, toutes les connaissances qu'ils ont capitalisées et en même temps d'utiliser les savoir-faire informatiques qu'ils ont appris et donc de présenter un site internet sur cette thématique. Donc là aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que depuis des années, c'est la licence en sciences et technologies qui score le mieux en termes de réussite des étudiants. Certainement grâce au travail de l'équipe pédagogique. Je peux en parler parce que je suis extérieure, donc du coup, je peux me permettre de les glorifier parce qu'ils font vraiment un travail formidable, parce que c'est une des rares licences qui score à plus de 90% de réussite, et ce qui est assez rare en licence sciences et technologies. Et un autre élément aussi important à souligner dans cette licence, c'est qu'il y a vraiment une bonne parité jeunes femmes et jeunes hommes, et ce qui est aussi assez rare dans les licences sciences et technologies, certainement parce que justement il y a une coloration sciences humaines et sociales qui
qui rend la formation, bien que sciences et technologies, moins effrayante pour les jeunes femmes. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. La licence à Bordeaux accueille combien d'étudiants en première année ? En première année, on a environ 120 places qui sont ouvertes donc aux candidatures. Alors, effectivement, on a quand même aussi pas mal de demandes. De mémoire, mes collègues l'an dernier m'ont dit qu'ils avaient traité presque 800 dossiers, il me semble. Après, il ne faut pas s'alarmer, puisque en fait, on descend assez bas finalement dans la liste d'attente. Le jeu de Parcoursup, c'est aussi que les jeunes postulent dans beaucoup d'établissements et heureusement, ils ont beaucoup de vœux, ils veulent faire plein de choses et c'est tout à leur honneur. Et donc finalement, même si on a 120 places, sur les 800 ou 1000 dossiers qu'on reçoit, on arrive quand même à descendre assez dans la liste d'attente et on arrive à admettre 120 étudiants. Après, ça s'égrène un petit peu au fil des années, puisque souvent la première année de licence, c'est aussi une année d'orientation, où on découvre l'université, on découvre la licence qu'on a choisie, et parfois ça nous conduit à faire des choix qui vont un petit peu modifier notre parcours, bénéficier de passerelles. Et donc, c'est pas un échec que de changer de voie. Et souvent, en fait, à l'université, il y a des passerelles qui permettent d'aller d'une formation à l'autre. Et c'est d'ailleurs toute l'idée du portail unique aussi, puisque le fait de choisir des yeux d'ouverture permet de laisser des portes entrouvertes pour changer de licence si le projet de l'étudiant évolue au cours de cette année-là. D'accord. Et à cela, il faut rajouter qu'en deuxième année, en MIAGE, ils ont la possibilité aussi d'intégrer la MIAGE, qui est là une licence MIAGE cette fois-ci, une licence économie, gestion et informatique. Et donc du coup, là aussi, on a des étudiants, la formation est assez bien ficelée pour préparer l'entrée à cette licence. Et donc du coup, il y a beaucoup d'étudiants aussi qui y vont. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve à une centaine d'étudiants en L2 et 90 en L3. Voilà. Très bien. Donc si on fait le ratio entre le nombre de postes proposés et le nombre de dossiers qui sont matérialisés par les élèves sur Parcoursup, on voit que le taux de pression est quand même important, même si vous nous disiez que vous alliez quand même assez en profondeur dans les listes supplémentaires, mais comment est effectuée cette sélection initiale des dossiers ? Alors bien sûr sur la base du relevé de notes en terminale et au baccalauréat. Comme je disais tout à l'heure, on ne cherche pas forcément à avoir des élèves qui ont des notes excellentes, mais plutôt un équilibre entre les matières littéraires et scientifiques. On va aussi accorder beaucoup d'importance à la motivation. Les lettres de motivation qu'écrivent les élèves sur Parcoursup, on les lit. Ne restent pas lettres mortes, on ne les met pas dans un coin en disant on ne va pas les lire. Si, on les lit et on y prête attention et justement on encourage les jeunes à développer leur motivation, à développer leur intérêt pour la formation. Qu'est-ce qui pourrait les intéresser ? Est-ce que peut-être ils ont des idées de projets professionnels, même si ce n'est pas rédhibitoire de ne pas avoir un projet professionnel précis. Vous n'êtes pas obligé d'arriver en disant oui je veux être chercheur. Non, vous pouvez aussi avoir une idée tout à fait encore floue, et c'est normal en première année de licence. Mais voilà, on s'attend à ce que le jeune ait réfléchi en fait à ce que pourrait lui apporter cette licence, à un petit peu est-ce qu'il a envie d'y aller, est-ce qu'il a envie d'apprendre ce qui est au programme. Et après, bien sûr, on va apprécier toute action de sa part qui l'a amené vers là, participer aux journées portes ouvertes, se renseigner sur les sciences cognitives, sur l'économie-gestion, sur les débouchés. Et du coup, on va considérer la motivation de l'étudiant à peu près à la même hauteur que son relevé de notes. À noter aussi que justement sur ces histoires de projets professionnels, durant la licence, on travaille ce projet professionnel. Donc c'est vraiment pas grave de ne pas arriver avec un métier en tête. Il y a notamment un événement qui est organisé annuellement, qui est la table ronde des MIAGE, durant laquelle on invite des anciens étudiants, des plus ou moins anciens d'ailleurs. Certains sont encore en master doctorat, d'autres sont en emploi. Et c'est l'occasion pour eux d'échanger, voir un petit peu quels sont des débouchés concrets, quelles sont les expériences d'anciens étudiants et justement de travailler un peu plus ce projet professionnel durant leurs années de licence. D'accord. Donc en fait, la sélection ne se base pas sur
comme on pourrait l'imaginer, sur un algorithme tout puissant qui va faire une sélection uniquement sur les notes obtenues par nos élèves de terminale. Il y a une véritable étude et du profil du candidat et de sa motivation au travers du projet motivé de formation et également des activités centres d'intérêt. Donc j'imagine que vous voyez d'une façon assez évidente ceux qui sont rédigés de façon un peu automatisée ou ceux qui ont recouru à des prestations comme on en voit fleurir sur le net. J'imagine que ça, il faut absolument éviter parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Effectivement, on arrive avec l'expérience à repérer ce genre de choses. Après, voilà, c'est sûr que ça se voit rapidement quand c'est personnel et quand on a plutôt affaire à une lettre de motivation générique, dirais-je. Après, voilà, on essaye l'algorithme est présent, hein, on ne peut pas le nier, mais on a moyen quand même de venir pondérer la force des notes versus de la motivation dans l'algorithme et arriver à un classement qui nous convient. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vous aviez tout à l'heure noté le taux de complétude des élèves sur la licence qui est très élevé, 80%, alors que normalement c'est 30% sur un taux national pour les licences. Donc c'est vraiment un élément intéressant à mettre en évidence. Après la licence, après l'obtention de la licence, quelles sont les poursuites d'études possibles ? Alors, les poursuites d'études sont variées du fait que ça soit une licence pluridisciplinaire. Donc, du côté de l'université, différents domaines de master vont être concernés. On va avoir le domaine des mathématiques, fondamentales ou appliquées, les statistiques. On va avoir aussi les masters en informatique. Et du côté des domaines non sciences et technologies, on va avoir les domaines des sciences cognitives, qui est un débouché naturel comme master. On a également tout ce qui va relever aussi de la santé publique. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont faire des masters d'épidémiologie également. Ça peut être aussi la biologie. Certains intègrent par exemple des masters de neurosciences, puisque c'est lié aux sciences cognitives. Et à côté de ces formations master, il y a évidemment toutes les écoles d'ingénieurs auxquelles ils peuvent prétendre. Écoles d'ingénieurs, évidemment en informatique, en cognitique, en lien avec les sciences cognitives justement. Et puis d'autres écoles d'informatique ou de sciences et télécommunications. Puisque la formation est large, ils ont un certain succès aussi dans les écoles d'ingénieurs. D'accord. Et donc là, ils reprennent le cursus conventionnel de l'école d'ingénieur. C'est-à-dire qu'ils ont 3 années à faire après l'obtention de la licence, si jamais ils s'orientent vers une école d'ingénieur. Oui, tout à fait. Ils repartent en première année en sachant que finalement, ils ne perdent qu'un an puisque les gens classiques dans les filières d'ingénieurs sont des personnes qui font des prépas. Donc elles font 2 ans, donc effectivement, ceux qui ont une licence ont fait une année supplémentaire. Mais souvent, cette année supplémentaire leur permet d'avoir... J'ai aussi enseigné dans une école d'ingénieurs, donc je peux me permettre de le dire, permet aussi d'avoir plus de maturité chez ces étudiants. Et c'est plutôt des étudiants que je qualifie sur long parcours, dans le sens où ils ont pris l'habitude... Contrairement aux prépas où ils ont eu un rythme de travail très élevé et où il peut y avoir un certain relâchement en première et deuxième année d'ingénieur, ces élèves-là, ils sont tellement heureux, les licences, quand ils intègrent une filière ingénieure, qu'ils travaillent encore plus et ce sont des éléments très importants, de la même manière que peuvent l'être des élèves qui sortent de BUT et qui intègrent les filières d'ingénieurs. Voilà. Donc c'est aussi la raison pour laquelle les écoles d'ingénieurs multiplient les sources de recrutement et ne se contentent pas d'avoir uniquement des prépas, parce que justement ils se rendent compte que cette diversité de profils crée une dynamique et une synergie dans les promos et qui est favorable à tous, quoi. D'accord. Et quelle est la proportion alors d'élèves qui s'orientent en master et celles et ceux qui embrassent la filière école d'ingénieur ? Vous avez une idée ou pas ?
Je dirais qu'en moyenne, on doit être autour de 15-20% qui vont du côté des écoles ingénieurs, et après le reste plutôt en master. D'accord. Mais dans tous les cas, il y a nécessairement une poursuite d'études après la licence MIACH, parce que c'est une licence généraliste et pas professionnalisante. Après, il y a toujours la possibilité de passer des concours administratifs pour entrer dans la fonction publique, par exemple, puisqu'ils ont des enseignements de mathématiques et de statistiques qui peuvent être tout à fait pertinents et d'informatique dans certains métiers de la fonction publique. Mais la plupart font une poursuite d'études. Ça, c'est indéniable. Oui, on a aussi des étudiants qui s'orientent aussi vers tout ce qui est master de l'enseignement, donc les masters MEF dans les SP. Également, on les a peu évoqués, mais il y a les débouchés liés au parcours économie-gestion, notamment tout ce qui va être gestion des établissements sanitaires et sociaux, tout ce qui va être aussi management, gestion, actuariat, économie. Donc vraiment, en fait, les débouchés sont très larges. Après, bien entendu, il ne faut pas non plus tout idéaliser. Ils font des maths, de l'info, des probastats, de l'éco-gestion, des sciences cognitives, donc ce qui ouvre beaucoup les débouchés. D'un autre côté, ils ne font pas des maths complètement pendant 3 ans ou de l'informatique complètement pendant 3 ans. Donc bien qu'il y ait des débouchés qui soient disponibles dans toutes ces disciplines, certains débouchés restent pas inaccessibles, mais plutôt au prix d'aller peut-être faire une licence 3 complémentaire, pour pouvoir justement accéder à des masters plus spécialisés en informatique approfondie ou en mathématiques très approfondies. Donc parfois, nos étudiants, lorsqu'ils ont un petit peu trouvé leur voie vers ces disciplines-là plus fondamentales, eh bien, sont invités à reprendre sur une licence 3 d'un parcours monodisciplinaire pour pouvoir postuler dans ces masters qui sont plus exigeants en termes d'approfondissement dans une seule discipline. D'accord. Je rajouterais juste un truc. Donc là, déjà, moi, c'est un peu typiquement mon cas. En gros, j'ai fait une licence 3 de psychologie juste après ma licence MIACH, pour après revenir en sciences cognitives. Mais aussi, ce qui est notable dans le parcours, c'est qu'il y a la licence n'est pas du tout fermée et hermétique. C'est-à-dire qu'il y a des débouchés même pendant la licence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mobilité des étudiants. Il y en a qui viennent en L2 ou en L3. Il y en a qui partent en L2, en L3 pour rejoindre même dès la fin de la L2 des écoles d'ingénieurs ou partir justement dans une licence plus spécialisée dès la L3, ce genre de choses. Très bien. Écoutez, merci. Et d'ailleurs, on a souvent des étudiants reçus-collés de médecine aussi qui intègrent la L2. Oui, ça c'est intéressant, effectivement. Très bien. Après avoir évoqué les poursuites d'études possibles, maintenant l'insertion professionnelle, parce que quand même c'est une finalité à terme. Alors les élèves de licence qui poursuivent en master, quelles sont leurs opportunités d'insertion professionnelle? Vers quel métier peuvent-ils se diriger? Aussi nombreux qu'il y a de débouchés en master, je dirais, parce qu'effectivement, le large panel master disponible en fin de licence fait qu'en fait, les métiers sont assez divers et variés. Donc, dans le domaine des mathématiques, c'est souvent et des probas statistiques. Ça va être des métiers liés à la modélisation de phénomènes, au conseil, des analystes, essentiellement. En informatique, ça peut être du développement, de l'architecture réseau. Là encore, tout dépend du master sélectionné en fin de licence. Après, c'est vrai que, étant plutôt de la filière sciences cognitives, je ne me permettrai pas de doubler mes collègues plus experts de ces débouchés-là. Mais vraiment, il y a un gros panel. Après, sur les débouchés, donc pareil, en économie, là aussi, je vais en parler assez succinctement, parce que c'est toujours pas tout à fait ma spécialité. Mais tout ce qui va être directeur d'établissements sanitaires et sociaux, ça peut être aussi dans l'économie pure et dure, dans les banques, dans la finance, voilà. Et ensuite, en sciences cognitives, donc là, celui-là, on le connaît bien. Oui, c'est le nom. Les débouchés sont aussi multiples. Donc, par exemple, le master sciences cognitives forme au métier d'ingénieur cogniticien. Donc, vraiment des spécialistes de l'interaction homme-machine et de l'interaction même homme-système, globalement. Des spécialistes de l'activité humaine. Donc, vraiment, on est en capacité d'analyser le comportement humain, ses déterminants, ses conséquences, et justement d'agir sur l'environnement de manière à impacter positivement l'activité humaine. Également, donc, spécialiste de tout ce qui va être conception, évaluation de technologie.
On a une coloration forte en santé dans ce master, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est technologie du handicap et de la santé. Donc vraiment, nos étudiants ont une sensibilisation aux situations de handicap telles qu'elles sont décrites dans les modèles modernes. Donc le handicap n'est pas une tare, mais le résultat d'une interaction avec l'environnement. Et du coup, sont sensibilisés aux moyens qu'on peut mettre à disposition pour réduire ces situations de handicap et faire en sorte d'inclure au maximum toute personne dans la société. Donc ensuite, en termes de débouchés, ces débouchés sont aussi bien en recherche, donc, que ce soit chercheur à temps plein ou enseignant-chercheur à l'université, mais aussi de plus en plus professionnel. Clairement, ça fait plusieurs années qu'il y a un véritable essor des sciences cognitives en entreprise. Pour vous donner une idée, il y a quelques années, sur une promo de 15, on était 2 ou 3 à aller en stage en entreprise. Aujourd'hui, le ratio, il est plutôt à 50-50. Et les étudiants qui ont envie d'aller en entreprise trouvent clairement des offres de stage en entreprise et même Un emploi, souvent. et un emploi derrière, en fait, parce que même sur les stages, quand on leur demande de faire un stage de 2 mois, donc non gratifié, souvent la demande des entreprises, c'est non, en fait, on veut 5 à 6 mois parce que ça nous intéresse de les avoir 5 à 6 mois. En tout cas, là, je le vois cette année sur les premières années de master. Beaucoup d'entre eux ont des offres où on leur dit non, mais 2 mois, c'est trop court, 5-6 mois, c'est bien. Et donc, ça leur fait une gratification et une expérience supplémentaire, ce qui est hyper valorisant pour eux. D'accord. Et pour compléter, en fait, ce master, il y a 2 parcours. Il y a un parcours C'est vrai. dont vient parler largement Cécile, dont elle est responsable, et c'est bien normal du coup qu'elle n'en parle, qui est le parcours sciences cognitives et qui vise au métier d'ergonome cogniticien. Donc c'est des spécialistes de la conception et de l'évaluation des interfaces des différents outils numériques, comme elle l'a évoqué. Et donc, pour que ça parle un peu aux élèves, ce qui est mis en avant, c'est comment on design une application, comment on va créer une expérience utilisateur qui soit à la fois efficace et qui apporte du plaisir, de la satisfaction. Donc l'UX, voilà, la fameuse user experience, on travaille beaucoup là-dessus. Et avec, évidemment, nous, un souci particulier sur l'accessibilité numérique, puisqu'on intègre énormément les problématiques du handicap. Et à côté donc, de ce parcours, on a un deuxième parcours, qui est le parcours ergonomie, donc qui prépare au métier d'ergonome. Et en particulier à Bordeaux, c'est... l'ergonomie généraliste, dans le sens où c'est un des rares diplômes qui délivre le titre européen d'ergonome en France, et donc qui permet donc aux étudiants d'exercer partout en Europe le métier d'ergonome. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ergonome, c'est les personnes, en fait, moi j'ai souvent, pour l'expliquer simplement, je dis que c'est les docteurs de l'entreprise, dans le sens où ils vont être en capacité ils ont une expertise pour analyser le poste de travail, les interactions sociales dans des situations de travail, et de pouvoir justement identifier les aspects de la situation de travail qui posent problème pour justement améliorer les situations de travail. Et en particulier à Bordeaux, il y a aussi une coloration santé. C'est un peu la raison pour laquelle on est réunis dans cette formation, puisque c'est vraiment la santé au travail qui est promue en termes de méthode et d'analyse dans ce métier. Et là, cette formation, c'est les cabinets privés d'ergonomie, mais ça peut être également dans la fonction publique. Il y a aussi des postes d'ergonomes, notamment en inspection du travail, etc. Voilà. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, nous avons dépassé la demi-heure, qui est le format à peu près habituel de nos podcasts. Donc nous allons achever cette session. Je vous remercie beaucoup de votre contribution. Je crois que cela aura éclairé nombre de nos élèves sur cette filière particulière et donné l'envie, je le crois, à beaucoup d'entre eux de s'y engager. Donc merci beaucoup, et puis je donne rendez-vous à nos élèves
un prochain podcast de l'orientation qui sera certainement sur les filières école d'ingénieurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée.